Bien, donc pour commencer, merci à tous d'être venus si nombreux à assister à ce cercle qui traite d'un sujet qui est pour le moins complexe. Et en guise d'introduction, j'aimerais faire quelques remarques afin d'écarter tout malentendu sur la démarche qui est la nôtre en vous proposant cette présentation. Premièrement, je tiens à rassurer toute l'assistance, on a utilisé le mot amalgame, mais nous n'entendons aucunement initier à travers cette conférence aucune démarche de dédiabolisation. Ou quelque autre processus du même type. Nous ne faisons aucune illusion sur la réaction de nos adversaires politiques. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils cessent d'amalgamer Action française et fascisme à l'issue à la lecture ou à l'écoute de cette conférence. Mais tout au plus, nous pouvons espérer qu'au moins cela pourra, dans leur milieu ou sur les réseaux sociaux, relancer le débat autour de notre école de pensée, ce qui serait déjà tout à fait positif. En effet, deuxièmement, cette présentation s'adresse au contraire, en premier lieu, aux militants et aux sympathisants de l'Action française, mais également de la mouvance patriote au sens large, ainsi qu'aux curieux, évidemment, avec un but précis qui est celui de clarifier la nature de notre mouvement et de clarifier la nature de notre combat. Si tu veux ta délivrance, pense au clair et marche au droit, c'est ce que scande la Royale, et à mon sens, on n'insistera jamais assez sur la nécessité absolue, justement, de penser clair, qui est le socle de tout travail militant, et que certains, malheureusement, négligent. Donc c'est là que réside l'objet de ces cercles de formation. Je rappelle que nous sommes nationalistes, et qu'en tant que nationalistes, nous avons pour but de nous adresser à l'ensemble de notre nation, à l'ensemble de notre peuple, et que cet objectif nécessite une clarté des intentions et une clarté des discours qui, elles-mêmes, nécessitent une clarté de la pensée. Or, certaines confusions dont nous verrons la nature et l'origine plus loin parasitent notre activité militante et notre travail de clarification se propose de rompre avec ces parasitages afin de mieux penser notre action militante au quotidien. Voilà. Donc je rappelle également qu'il ne s'agit pas d'attaquer d'autres formations politiques françaises ou étrangères, mais simplement de clarifier les choses vis-à-vis de nos propres fondamentaux. Car, troisièmement, pardonnez-moi l'expression, mais nous ne sommes pas ici pour discuter du sexe des anges. Certains pourraient croire que passer 1 heure, voire plus, je m'en excuse par avance, à discuter de ce qui distingue nationalisme intégral et fascisme relève d'une dérive intellectualisante. Il n'en est rien. Les distinctions que nous allons souligner ce soir sont tout sauf anodines et relèvent de questions politiques cruciales, nature des institutions, rôle de l'État, conception de la société, anthropologie à promouvoir, etc. Donc, par le biais des confusions qui existent entre nationalisme intégral et fascisme, nous allons pouvoir poser des problèmes d'une actualité brûlante. Alors, par souci de clarté et de fluidité, je ne vais pas suivre un plan académique, nous allons passer de questions précises en questions précises, en rebondissant les unes vers les autres. Bon, évidemment, il y a un ordre logique. Nous commencerons par nous intéresser donc, aux sources des confusions, pour ensuite nous intéresser à la nature des deux doctrines, puisqu'évidemment, avant de comparer, il faut pouvoir connaître les deux termes en présence. Donc nous ferons ensuite le point sur les divergences qui existent entre elles, et nous finirons par élargir nos réflexions à d'autres problèmes en relation avec ce sujet. Donc par exemple, le nazisme, évidemment, la collaboration ou les écrivains français face au fascisme. Alors pour commencer, aux sources d'une confusion, il est évidemment impossible de donner une date précise à l'apparition des malentendus et des confusions qui existent autour de ces deux écoles de pensée, que sont le nationalisme intégral et le fascisme. Mais s'il fallait en donner une, je donnerais les lendemains du 6 février 1934. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment précis que la gauche socialo-communiste française adopte la stratégie antifasciste. Alors c'est une stratégie qui avait été décidée par ce qu'on appelle le Comintern, c'est-à-dire un organisme soviétique qui centralisait la direction de tous les partis communistes du monde. Et donc une stratégie qui visait, une stratégie de conquête politique qui visait à traiter tout adversaire politique sérieux de fasciste afin de le décrédibiliser. Et évidemment, l'Action française n'a pas échappé à cette règle. Alors cette confusion, qui évidemment a des sources politiques, a été reprise et affirmée par une historiographie, une école historique qui a pour origine les travaux d'un historien et philosophe allemand Ernst Nolte, N-O-L-T-E.
qui a été continué par l'historien français actuellement Ziv Sternel, ou encore Bernard-Henri Lévy, que je ne présente pas. Cette école de pensée fait de Maurras le père au moins indirect du fascisme. Alors, l'argumentation repose sur 2 points. Premièrement, l'expérience du cercle Proudhon, c'est-à-dire que Ziv Sternel, par exemple, considère que la synthèse qu'a tenté d'opérer le cercle Proudhon, c'est-à-dire la synthèse entre syndicalisme révolutionnaire et nationalisme intégral, était précurseur de ce qu'allait être le fascisme après-guerre, et donc que Maurras aurait une paternité indirecte sur le fascisme. Alors cet argument ne tient pas, premièrement parce que Maurras ne croyait pas vraiment dans le cercle Proudhon. C'était une expérience qui en plus n'a pas donné de fruits conséquents, bien que l'expérience en elle-même était intéressante, et qui a été un épiphénomène qui n'a duré que 2 ans, entre 1912 et 1914. Donc bon, c'est un petit peu léger. Et le deuxième argument pour amalgamer nationalisme intégral et fascisme, essayer de leur trouver des liens de parenté, c'est la question du racisme et de l'antisémitisme. Alors là aussi, l'argumentaire, quelle que soit la nature du racisme et de l'antisémitisme de part et d'autre, l'argumentaire ne tient pas, puisque affirmer cela, c'est oublier que antisémitisme et racisme sont 2 marqueurs idéologiques qui sont présents de manière quasi universelle dans la pensée politique européenne et d'une manière générale mondiale pendant très longtemps, à gauche comme à droite. Je rappelle que Pierre-Joseph Proudhon, par exemple, a eu des mots assez durs contre le peuple juif, de même qu'à l'époque même où la gauche adoptait la stratégie antifasciste, Léon Blum, homme de gauche s'il en est, n'hésitait pas à reprendre l'argumentaire de Luc Ferry sur le droit des races supérieures à dominer les races inférieures. Vous voyez, il n'y a pas de... Le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des marqueurs suffisants pour amalgamer 2 écoles de pensée à une époque où c'était complètement banal d'une certaine manière. Alors évidemment, il y a des raisons autres qu'historiques dans l'adoption de cette confusion. Il y a évidemment un intérêt politique à adopter cette version biaisée des faits historiques. Et tout simplement, pour commencer, à l'issue de la guerre, ou en tout cas dans l'immédiate après-guerre, la thèse de Ernst Nolte permettait au parti de la gauche française de se décharger de leurs responsabilités tant dans la défaite de 40 que dans l'occupation. Également donc pour les socialistes de faire oublier que la plupart des collaborationnistes étaient issus de leur rang. Petit détail croustillant, Pierre Laval, qui était à l'origine en 1936 de la loi qui a dissous les ligues, dont la Ligue d'Action française, est devenu, sous l'occupation, l'un des collaborationnistes les plus fervents, alors qu'il venait justement de la gauche radicale. Donc vous voyez, c'est assez savoureux. Et elle permettait également aux communistes de faire oublier leur entrée tardive dans la résistance, à cause du pacte germano-soviétique, évidemment, qui n'a été rompu que par l'invasion de l'URSS par l'Allemagne en 1941. Quand bien même, alors, qu'à ce moment-là, beaucoup de royalistes étaient déjà engagés dans la résistance intérieure ou extérieure. Bref. Alors malheureusement, les sources de cette confusion ne sont pas uniquement externes. La confusion provient également de nos propres milieux, au sens très large du terme, évidemment. Dès les années 1930, certains intellectuels, soit dans l'orbite de l'Action française, voire même formés à l'école de l'Action française, ont connu ce qu'on a appelé plus tard la tentation fasciste, nous y reviendrons plus loin. Et après-guerre, l'amalgame qui a été entretenu par nos adversaires politiques a été comme intériorisé par une partie de la mouvance patriote, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Alors ce phénomène, selon moi, suit une équation simpliste. Le système affiche son antifascisme, donc on se dit qu'être fasciste ou se revendiquer comme tel revient à être antisystème. Après tout, le fascisme est une idéologie patriotique, une idéologie d'ordre, anticommuniste, anticapitaliste, etc. Donc pour certains, c'est suffisant. Néanmoins, ce faisant, on agit précisément de la manière attendue par nos adversaires, compte tenu de l'image que cette confusion veut donner de notre combat, parasitant notre image auprès de l'opinion et nous enfermant dans notre marginalité, donc marginalité dans laquelle certains semblent se complaire. C'est ce que Arnaud de Robert appelle le ghetto faf. Voilà. Donc les sources des confusions entre fascisme et nationalisme intégral sont donc de 2 types. Elles participent d'une stratégie de nos adversaires visant à nous marginaliser aux yeux de l'opinion nationale, et son intégration aveugle et entretenue de l'intérieur par manque de discernement et de formation.
Un retour sur les fondamentaux des deux idéologies semble donc nécessaire. Et à tout seigneur, tout honneur, je commencerai par le nationalisme intégral. Alors je vais essayer de rappeler vraiment l'essentiel en allant assez vite. L'Action française met à votre disposition tout le matériel nécessaire pour vous initier à ce qu'est le nationalisme intégral, évidemment. Alors, le nationalisme intégral est une doctrine politique et sociale contre-révolutionnaire qui est le fruit de la pensée de Charles Maurras, qui gagna l'Action française à cette doctrine donc, au début du XXe siècle. Donc l'Action française est fondée en 1898, et c'est en 1908 que paraît un texte intitulé « Le nationalisme intégral » dans le quotidien L'Action française, qui est une espèce de manifeste. Alors, ce nationalisme intégral condamne l'héritage de la Révolution, auquel il oppose une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Ce sont les quatre termes fondamentaux: traditionnel, héréditaire, antiparlementaire et décentralisé. L'instauration d'une monarchie de ce type, avec à sa tête un roi qui incarnerait la souveraineté et l'autorité de l'État, est, pour l'Action française, la condition sine qua non du redressement de la France. Cette doctrine se fonde sur, d'une part, l'empirisme organisateur, donc c'est-à-dire le fait de s'appuyer sur l'expérience historique et la raison pour en tirer des principes valables pour construire une politique dans le présent, et d'autre part, la politique naturelle, c'est-à-dire le fait de partir de la nature humaine pour penser la politique. Et il y a également la défense de la raison classique, donc la maîtrise des passions par la raison contre le romantisme prônant l'exaltation des passions individuelles. Alors ce dernier point semble très abstrait, mais vous allez voir que ça a une importance capitale pour comprendre les divergences entre fascisme et nationalisme intégral. Nous y reviendrons. Alors précisons que ce nationalisme maurassien est un nationalisme en tant qu'il part du principe, c'est le fameux postulat nationaliste, que la nation est la plus haute des réalités politiques, et qu'il est intégral, non pas dans le sens où il est exacerbé, extrémiste, extrême ou outrancier, mais en tant qu'il prétend répondre à toutes les problématiques posées par les nationalistes français d'hier et d'aujourd'hui, et qu'il cherche à les rassembler dans un même combat. Donc, on pourrait résumer le postulat du nationalisme intégral de la manière suivante. Donc, j'ai tiré la citation qui est assez fameuse donc, de Charles Maurras dans Mes idées politiques, publiée en 1937. La volonté de conserver notre patrie française, une fois posée comme postulat, tout s'enchaîne. Tout se déduit d'un mouvement inéluctable. La fantaisie, le choix lui-même n'y ont aucune part. Si vous avez résolu d'être patriote, vous serez obligatoirement royaliste. Mais si vous êtes conduit à la monarchie, vous n'êtes pas libre d'obliquer vers le libéralisme, vers le démocratisme ou leur succès d'année. La raison le veut, il faut la suivre et aller où elle conduit. Alors le nationalisme intégral est né avant la Grande Guerre, contrairement au fascisme, qui en est une conséquence directe. Qu'en est le fascisme? Le nationalisme intégral est une doctrine déjà arrivée à maturation quand le fascisme s'élabore par empirisme à partir de la formation socialiste de Benito Mussolini, qui est son initiateur, de l'aspiration des vétérans de la Grande Guerre et de la situation propre à l'Italie. Alors, ce qui nous amène à poser une nouvelle question: qu'est-ce que le fascisme à la fin? Je dis à la fin, car le terme fasciste, qui désignait à l'origine le seul fascisme italien, donc un régime au pouvoir de la marche sur Rome en 1922 à la chute de Mussolini au milieu des années 40, a fini par s'appliquer, le plus souvent abusivement, à un ensemble de régimes politiques, de mouvements, d'organisations, de comportements, voire d'attitudes individuelles. Donc bon, c'est assez pour le moins flou, au point que l'on ne sait plus trop quelle réalité a recouvert cette notion. Alors, le mot fascisme en lui-même vient de la formation créée par Benito Mussolini en mars 1919, les Fasci Italiani di Combattimento, c'est-à-dire les faisceaux de combat italiens. Donc c'était une référence aux faisceaux des licteurs romains. Alors les licteurs, en fait, c'était des hommes qui accompagnaient les magistrats supérieurs à Rome, donc les magistrats qui possédaient ce qu'on appelle l'imperium. Donc c'est un pouvoir souverain absolu dans lequel il y a aussi le droit de juger. D'où le faisceau des licteurs, c'est-à-dire des verges de bois liées entre elles avec au milieu une hache qui symbolise justement le pouvoir de justice. Voilà, c'est la fin de la minute histoire ancienne. Donc ce faisceau justement possède un fort symbolisme, donc déjà il renvoie à la Rome antique, qui est une référence pour le fascisme, et le faisceau illustre également le socle de l'idéologie fasciste. Donc il incarne l'union d'un petit groupe d'hommes autour de leur chef, le Duce, devant prendre le pouvoir et rétablir l'ordre en dissolvant les divisions
et les conflits dans l'État, mais c'est également le symbole de l'union du peuple autour de l'État total fasciste. La colonne vertébrale des faisceaux de combat, donc on va dire la milice politique du fascisme, était composée d'anciens membres de corps francs nés à la fin de la Grande Guerre, donc ce qu'on appelait les arditi du poète Gabriele D'Annunzio, donc qui était un poète nationaliste. Donc des corps francs de ce type, il y en a eu dans d'autres pays, notamment en Allemagne, après la Grande Guerre, donc je vous renvoie au livre de Dominique Venner sur le sujet. Et Gabriele D'Annunzio, alors c'est un épisode, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est en fait un poète nationaliste qui a pris la tête justement de vétérans, d'anciens membres de troupes d'assaut, et qui, déçus par les traités à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui avaient laissé la ville de Fiume, qui était composée à majorité d'Italiens, dans le territoire yougoslave, était allé prendre la ville et l'occuper quelques jours. Bon, ça n'a pas eu de suite, mais ce moment a été fondateur parce qu'il a créé ces corps francs, et ça a été aussi le début de l'utilisation donc, des chemises noires, qui vont être adoptées par le fascisme. Donc ces arditi deviennent les squadristi, donc les squadristes, c'est-à-dire la milice politique du PNF, Parti national fasciste, fondé en 1921. Alors il arrive au pouvoir, ce Parti national fasciste, à travers une situation de guerre civile avec les socialistes d'un côté, donc il y avait vraiment une menace de subversion communiste qui a rencontré finalement le dynamisme du fascisme en même temps, et devant un État social-démocrate absolument impuissant, si bien que c'est par un coup de force, enfin plutôt une démonstration de force, la fameuse marche sur Rome en 1922, le 28 octobre, qui a fait que le roi Victor Emmanuel III a appelé Mussolini pour diriger un nouveau gouvernement, une nouvelle coalition gouvernementale, et c'est le début de l'installation du fascisme. Alors je vais m'arrêter là pour tout ce qui est événementiel, je vais vraiment essayer de rester au niveau des idées. Et donc pour continuer, la spécificité du fascisme réside dans le fait qu'il se présente à la fois comme une réaction et comme une révolution. C'est exactement le même cas que le nazisme. Réaction donc nationaliste et autoritaire contre l'affaiblissement de l'État, le libéralisme, l'individualisme et la démocratie, et ainsi que contre le communisme évidemment, mais révolution pour aboutir à un État fort, un État total qui accoucherait d'un homme nouveau. C'est vraiment l'originalité du fascisme qui se retrouve également dans le nazisme. Dans l'hymne du NSDAP, vous avez un couplet qui dit, qui fait référence aux camarades tués par le Front Rouge et la réaction. Donc vous voyez, c'est la même logique. Ils combattent ils sont réactionnaires en tant qu'ils combattent les communistes, mais ils sont révolutionnaires en tant qu'ils combattent aussi ce qu'ils appellent la réaction. D'ailleurs, Mussolini ne sort pas vraiment du cadre intellectuel de la démocratie, puisqu'il définissait le fascisme, je cite, comme une démocratie organisée, concentrée, autoritaire, reposant sur une base nationale. Donc il garde en effet la notion de parti. C'est-à-dire que il ne voulait pas supprimer les partis, mais imposer le sien à la tête de l'État. Ce qui, nous le verrons plus loin, est l'une des différences majeures avec la pensée d'Action française. Alors un regard superficiel sur ce qu'est le fascisme fait apparaître des points de convergence avec la doctrine d'AF, donc lutte contre la social-démocratie, contre l'individualisme, le libéralisme, la recherche d'un État fort, le patriotisme, l'anticommunisme. Mais une fois qu'on sort du regard superficiel et qu'on se lance dans un examen approfondi, en creusant à peine, évidemment, on fait apparaître des divergences fondamentales. Et avant de procéder à cet examen, il me semble primordial de poser la question que le père du nationalisme intégral, Charles Maurras, a portée sur le fascisme. Il s'est en effet exprimé sur le sujet à plusieurs reprises et avec une lecture constante et sans ambiguïté. Alors, partons d'un exemple concret. Le caractère jeune, dynamique, révolutionnaire et esthétique du fascisme a exercé une véritable fascination sur une très grande partie des intellectuels de la droite française de l'entre-deux-guerres. Certains appartenaient à l'orbite de l'Action française, donc par exemple Robatet, Drieux-La Rochelle ou Robert Brasillac, qui dans Les Sept couleurs, donc son fameux roman, témoigne de cette fascination, tant pour le fascisme que pour le phalangisme, ou les cathédrales de lumière, c'est son expression du nazisme. On retrouve cette fascination dans une revue qui s'appelle Je suis partout, qui regroupe justement des écrivains comme Robatet ou Brasillac. Et Paul Ceran, qui lui-même était un dissident de l'Action française, alors il n'était pas fasciste lui-même, bien sûr, mais a souligné dans un de ses ouvrages une constante chez ces écrivains tentés par le fascisme,
c'est que le revirement a chaque fois eu lieu au prix d'une rupture complète avec Charles Maurras. Rebatté l'attaque très violemment dans les décombres, dans un roman de 1942, et Louis-Ferdinand Céline a eu des mots très durs contre lui en fustigeant sa peur du racisme. Donc, avant de passer au fascisme, une rupture avec Maurras était nécessaire. La question est pourquoi ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Maurras n'a pas ressenti la tentation fasciste, ou en tout cas il a tout fait pour s'en prémunir. Il est resté fidèle à sa méthode, l'empirisme organisateur. Donc pour lui, il y a autant de nationalisme que de nations, c'est bien naturel. Il n'a donc pas cherché à porter un jugement définitif sur le fascisme, mais il s'appliqua à souligner les éléments dont il fallait tenir compte dans le fascisme italien pour mener nos relations diplomatiques, donc les relations diplomatiques de la France avec l'Italie devenue fasciste. Donc un regard avant tout pragmatique. Alors, Maurras a pu porter des jugements favorables envers Mussolini, mais toujours d'un point de vue français, en partant de raisons françaises. Par exemple, il faut se souvenir que Mussolini, qui à l'origine était socialiste, avait rompu avec la social-démocratie italienne, qui était pacifiste et pro-allemande pendant la Première Guerre mondiale, pour militer en faveur de l'entrée de l'Italie aux côtés de la Triple Entente, donc de la France et de ses alliés. Ce qui, d'un point de vue nationaliste français, était un revirement appréciable, et d'autant plus que l'arrivée au pouvoir de ce personnage en dernière instance laissait espérer le développement d'une entente entre nos deux pays, qui était rapprochée par une communauté d'intérêts géopolitiques, mais également par une communauté culturelle. Je rappelle que Maurras aimait à rappeler à dire « je suis romain », donc il y avait toujours cet arrière-plan culturel qui comptait pour lui. Donc cela explique pourquoi Maurras a continuellement plaidé pour une alliance avec l'Italie, même fasciste, puisqu'il craignait que, par la haine idéologique du fascisme, la République du Front Populaire ne finisse par isoler Mussolini, le poussant dans les bras de l'Allemagne nazie, dans une alliance contre nature, et l'histoire lui donna raison. Cette alliance, pourtant, n'avait rien de fatal. Il faut se souvenir que Mussolini avait fait échec à la première tentative d'Adolf Hitler d'annexer l'Autriche en 1936 en massant ses troupes sur le Brenner. Donc Maurras, il condamnait le principe d'aventure que portait en lui le fascisme, notamment les aventures coloniales avec l'épisode de l'Éthiopie, par exemple, l'Abyssinie. Maurras condamnait également la politique des sanctions contre l'Italie, car pour lui, les excès politiques que le fascisme portait en lui auraient pu être corrigés si la France avait refait sa puissance et avait pu peser dans le jeu international. Donc, à cet effet, le 18 avril 1926, il écrivait à ce propos « Il suffirait à la France de maintenir les conditions essentielles de sa force pour devenir à peu près automatiquement une alliée inévitable, une collaboratrice essentielle au développement de n'importe quelle puissance méditerranéenne. Les malheureux qui se plaignent des excès déclarés de la force italienne ne comprennent-ils pas que cela est fait uniquement de leur folle déficience ? Notre faiblesse volontaire systématique renverse tout. Elle a opéré hier en Abyssinie la conjonction anglo-italienne, elle opérera demain la conjonction anti-allemande. » Donc en somme, à aucun moment Maurras n'adhère idéologiquement au fascisme, mais il cherche toujours à tirer les conséquences de la puissance de ce fascisme, à savoir que pour éviter de nouvelles guerres, la force française devait être refaite afin de contrebalancer justement les éventuels excès du fascisme. Toujours en 1926, à la suite d'un voyage en Italie, il déclare, je cite, « En Italie, j'ai regardé tant que j'ai pu, avec défiance, avec soin, sans doute avec passion, mais c'est à la mise en garde que je me suis appliqué avant tout. Il est si facile de se tromper en voyant ce que l'on veut voir. » Donc, Maurras se méfiait des préjugés, tant ceux qui menaient certains à isoler l'Italie fasciste au nom de principes abstraits, que ceux qui vouent un véritable culte à Mussolini. Il y en avait malheureusement, c'était comme tout ce qui était excessif, c'est malheureux. 2 ans plus tard, d'ailleurs, il écrivait, je cite, « La vérité toute simple et toute crue est que Mussolini est extrêmement admiré en France. On l'estime pour sa vigueur, on l'admire pour la clarté et le réalisme de sa pensée. Ah, si nous avions son pareil. C'est de la naïve idée courante. Ceux qui la formulent et qui la propagent innocemment ne se rendent pas compte qu'une action d'ordre et de progrès comme celle du fascisme suppose une base solide et stable que la monarchie seule fournit et qu'un certain degré d'aristocratie, ou si on veut d'antidémocratie, doit encore la soutenir. » Donc en effet, Mussolini, il est arrivé au pouvoir appelé par le roi en place. Et en fait, il compose avec la monarchie, il compose même avec le Vatican, puisqu'il signe avec le pape les accords du Latran en 1928, donc mettant fin à une rupture diplomatique qui durait depuis un certain temps. En fait, il s'est appuyé
avec pragmatisme, sur la légitimité de la monarchie et de l'Église. Donc en fait, les premières années du régime fasciste laissaient espérer, donc selon l'expression de Pierre de Bray, que le duce accepterait d'être un grand commis de la monarchie, comme Richelieu l'a été pour la monarchie de Louis XIII. Toutefois, l'hostilité des démocraties le conduira à pousser la logique de l'idéologie fasciste jusqu'au bout, c'est-à-dire au totalitarisme. Maurras avait prévu que cette panse puisse être prise par le régime, donc c'est ce que nous venons de voir, et il s'était élevé en 1932 contre la déclaration de Mussolini selon laquelle, je cite, « En dehors de l'État, rien de ce qui est humain ou spirituel n'a une valeur quelconque ». Pour Maurras, il s'agissait d'une véritable folie. Donc, je cite Maurras de nouveau. Même en confondant État et nation, État et société, il y a dans la vie des personnes humaines quelque chose qui y échappe en soi. Quelque grande part que l'État, ainsi compris, puisse prendre à l'engendrer, à la défendre ou à la soutenir, cette valeur existe en fait. Il est aussi vain de prétendre qu'elle n'est rien que d'y sacrifier tout le reste. Donc, plus loin, il est très important de fortifier l'État. Mais cela dit, on ne le fortifie bien qu'en le concentrant et en laissant les groupes sociaux intermédiaires faire des besognes qu'il ferait trop mal quant à lui. C'est pourquoi nous ne sommes pas étatistes, quelque imputation calomnieuse que l'on se soit permis à notre égard. Donc dans cette objection, on retrouve la philosophie thomiste qui est très présente dans le nationalisme intégral, c'est-à-dire que tout bien humain qui se prend pour une fin se transforme en son contraire. Dans le fascisme, le bien qui se prend pour l'unique nécessaire, c'est la restauration de l'État, non compensée par la défense des libertés. Or, sans liberté, les bienfaits réels apportés par le fascisme à l'Italie finiraient par se transformer en un chaos pire que celui dont elle avait été tirée par lui. Donc l'autorité n'est pas une fin en soi, ce qui lui donne sens, c'est pourquoi elle est utilisée. Elle peut être utilisée pour restaurer un ordre traditionnel, c'est ce que veut faire l'Action française, ou au contraire pour accélérer une subversion, donc c'est ce que l'on retrouve dans les régimes communistes, qui étaient tout à fait, qui étaient autant autoritaires si ce n'est plus que le fascisme, ou encore dans le nazisme. Cette objection de Maurras pose une autre question. Le régime de Mussolini se présente comme un régime autoritaire, donc un régime d'ordre, ce qui le rapproche aux yeux de certains des aspirations du nationalisme intégral. Cependant, ces penchants totalitaires ne l'ont-ils pas empêché d'être un réel facteur d'ordre ? C'est par ce problème que nous allons débuter l'étude des divergences entre les deux doctrines. Donc, le fascisme est un régime d'ordre, mais est-ce une source d'ordre véritable ? En 1929, donc un écrivain démocrate chrétien, Gaston Rabot, écrivait dans un texte intitulé « La philosophie du fascisme », je cite, « Les Français s'imaginent aisément que la politique mussolinienne ressemble à celle de M. Maurras. Elle nous paraît en différer absolument. C'est qu'en effet, il s'agit d'une, je cite, politique avant tout empiriste, d'un empirisme total, et non pas de cet empirisme qui généralise des lois. » Donc tenez ça en tête, la différence entre l'empirisme organisateur de Maurras, qui en fait est le fait de tirer des leçons de l'histoire pour en tirer des lois à partir desquelles on pense la politique, et l'empirisme qui tend vers l'improvisation, qui est celui du fascisme. Donc, qu'est-ce à dire que cette distinction ? Autre citation, issue du siècle de 1914 de Dominique Vénère, qui remarquait, je cite, « Depuis la Révolution française, depuis l'irruption des idées et des mythes dans la sphère politique, depuis que se sont cristallisées des passions idéologiques, le contenu de la politique s'est trouvé durablement transformé. Durant la même période, l'effondrement de la croyance religieuse, la fin de l'attente d'un autre monde avait laissé vacant un grand besoin de croire et d'espérer qui s'est réfugié avec une ardeur fanatique dans les mythes politiques radicaux. Or, le fascisme se caractérise par la mobilisation de très nombreux mythes politiques. Cela peut s'expliquer en partie par le fait qu'il a été porté par une génération d'anciens combattants qui voulaient que la guerre et ce sacrifice n'aient pas été vains mais débouchent sur un monde nouveau, débarrassé des scléroses du passé. Et en fait, pour les fascistes, c'est cette génération qui avait vécu la guerre, qui avait vécu cette guerre comme une expérience régénératrice, qui devait mener cette révolution, justement. Et l'accouchement du monde et de l'homme nouveau supposait le retour de vertus aristocratiques. C'était l'originalité foncière du fascisme, être à la fois un mouvement plébéien mu par des valeurs aristocratiques. Donc la révolution était considérée comme un instrument de régénération morale, régénération que les fascistes croyaient pouvoir être confiée à l'action pédagogique d'un parti ou d'un État porteur d'une religion séculière. Ainsi, malgré le classicisme de façade, donc notamment à travers la mobilisation de l'esthétique romaine, antique, le fascisme est un romantisme politique. C'est-à-dire que la révolution, l'État, le parti, tout cela
a un objectif de réforme morale, et donc finalement en dehors de la politique. Je me permets d'ouvrir une parenthèse pour souligner quelque chose d'important, mais qui n'est pas assez rappelé selon moi. Ce point de rupture entre une vision romantique de la politique et une version, je dirais, classique de la politique existait chez les nationalistes français avant la naissance du fascisme. La meilleure illustration de cette divergence, ce sont les lettres échangées entre Maurras et Barrès à l'occasion de l'enquête sur la monarchie. Barrès, c'est un romantique, c'est l'homme de la terre et des morts, c'est celui qui est venu au nationalisme par l'introspection, par les sentiments, et qui donne le primat à la réforme morale sur la réforme politique. Maurras, au contraire, c'est l'homme de l'empirisme organisateur qui donne le primat à la question de la réforme des institutions sur la réforme morale, qui ne saurait advenir que dans le cadre d'institutions bienfaisantes. Donc là, on voit, Maurras, si vous voulez, c'est l'héritage platonicien et aristotélicien. Les institutions font de bons citoyens, d'une certaine manière. Et donc Maurras rejette le romantisme, qui pour lui n'est qu'une suite littéraire, philosophique et morale de la Révolution. Et donc cette opposition cruciale sépare le nationalisme intégral donc du nationalisme républicain à la Barrès, du bonapartisme, du césarisme, et donc également du fascisme. Donc soulignons en outre que le fascisme a été plus indépendant de Mussolini que le national-socialisme ne le fut d'Adolf Hitler. Nous y reviendrons. En fait, Mussolini a été pris par justement cet élan romantique de sa propre idéologie. Tout au long de son règne, si j'ose m'exprimer ainsi, il a cherché à soumettre son parti à l'État et non l'inverse. Alors que le fascisme, en fait, cherche à imposer le parti au reste de la société. Mais c'est qu'en fait, il a rencontré la contradiction entre les nécessités de la pratique du pouvoir et finalement le romantisme politique des hiérarques de son parti qui, du fait du mythe de la révolution permanente qui existe dans le fascisme, poussait toujours à un renouvellement de la radicalité. Donc en fait, à de nombreuses reprises, il a dû composer avec ses membres radicaux de son parti, ce qui a créé de l'instabilité. Et cette instabilité, elle vient de la conception fasciste de la politique, qui, je cite, implique son primat sur tous les aspects de la vie individuelle et collective, à travers la résorption du privé dans le public, en vue d'une refondation de la société. C'est la fonction assignée à l'État total, lui aussi conçu mythiquement comme instrument de la révolution permanente. Il est entendu, en effet, que le but à atteindre, l'homme nouveau de l'avenir, est un idéal quasi inaccessible, toujours à reprendre, à réveiller, impliquant un combat incessant contre toutes les résistances et les pesanteurs de l'ancienne société et du vieil homme enchaîné à son matérialisme. Donc là, je viens de citer Dominique Venner. Il en découle que le fascisme possède son mythe de la révolution permanente, au même titre que le communisme et le nazisme, et donc il tend vers la création d'un homme nouveau, dont la nature n'est jamais arrêtée, toujours renouvelable, toujours repensable, et se retrouve prisonnier d'une dynamique qui le pousse finalement vers un mieux indéfini, un renouvellement constant, comme je l'ai dit, de sa radicalité. Et cet impératif tacite donc, entre en contradiction avec la pratique du pouvoir, et également la mortalité du chef sur le charisme duquel tout repose, puisque le fondement du pouvoir fasciste, c'est un homme charismatique qui incarne un parti, qui incarne un État, qui incarne la nation. Donc, je dirais la caducité de l'homme Benito Mussolini posait problème, puisqu'on l'imaginait mal vieilli, atteignant les 50, 60 ans, et arriver en même temps à maintenir la tension interne nécessaire au mouvement. Donc cette croyance fut l'une des fatales illusions de cette idéologie, puisqu'elle explique la destitution finale de Mussolini par les hiérarques de son propre parti. Voilà, c'était après le débarquement des Alliés en Sicile, en 1943, c'est le parti fasciste qui destitue Mussolini. Donc voilà, ça envoie les conséquences du romantisme politique. Alors ces éléments relativisent donc l'idée que le fascisme crée un ordre, au sens où l'entend le nationalisme intégral. Pierre Debré résume ainsi la situation, je cite, « L'ordre fasciste n'est pas fondé sur l'harmonie naturelle des groupes humains, mais sur un encadrement totalitaire qui impose à la nation la discipline tout extérieure de l'organisation industrielle telle que le conçoit le système Taylor. » Donc finalement, l'application de concepts de l'économie industrielle à la société. Le fascisme, du fait de sa dimension révolutionnaire, volontariste et romantique, constitue, au même titre que toutes les idéologies modernes, les idéologies du progrès donc, une fuite en avant vers un mieux indéfini.
Et de même, le pouvoir de l'État total fasciste repose sur le seul charisme du chef, emportant l'adhésion des masses mobilisées par la propagande à travers des mythes fondateurs, État, nation, romanité, etc., et non plus sur un principe stable de continuité, comme l'hérédité. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est ce que nous prenons à l'Action française. La pérennité donc, du régime fasciste a plus tenu à sa capacité à encadrer les masses qu'à un principe de continuité, de pérennité qu'il aurait ancré dans la durée, et qui aurait appartenu à son bagage idéologique. Donc, un régime autoritaire ne suffit pas à instaurer un ordre véritable. Ce que Maurras avait déjà souligné à propos du césarisme et du patriotisme républicain. Finalement, le patriotisme républicain, c'est vouloir une république musclée. Hein, c'est une république avec un fort exécutif. On retrouve ça dans le bonapartisme, mais également dans le gaullisme, par exemple. Et à l'époque, dans le boulangisme. Et donc, dans Enquête sur la monarchie, en 1901, il avait écrit, je cite, « Allons tout droit à l'essentiel. Je suppose le dictateur, un honnête homme, un déroulède. » Déroulède, alors, je ne sais pas si... Bon, pour expliquer rapidement, c'était le fondateur de la Ligue des Patriotes qui, à la fin du XIXe siècle, avait tenté un putsch contre la République. Je ne sais plus exactement la date, mais donc qui incarnait finalement un patriotisme social républicain mais autoritaire. Voilà. Donc je reprends. Un déroulède, donc. Ce dictateur vient d'être plébiscité. Quelle sera sa politique? S'il songe à sa réélection, il est intéressé à devenir le serviteur des passions populaires et des erreurs du nombre. Mais s'il n'y songe pas, il s'expose à être remplacé par quelques flagorneurs de ses erreurs et de ses passions, maîtresses ordinaires du peuple souverain. S'il y songe, il perd le pays. S'il n'y songe pas, il perd le pouvoir et des compétiteurs indignes se chargeront de consommer, après son départ, cette perte de la patrie. Son patriotisme doit donc l'acculer à faire un coup d'État. Ne le fait-il point? Il manque à ses devoirs envers la patrie, mais le fait-il? Il fait en même temps la preuve que la violence et l'éclat révolutionnaire sont dans la logique absolue du régime plébiscitaire. Donc la première différence essentielle entre fascisme et nationalisme intégral est donc la suivante. Le fascisme est un romantisme, il est donc révolutionnaire, et tend à tomber dans les mêmes écueils que toutes les autres doctrines révolutionnaires, que ce soit des doctrines de gauche ou de droite. Ces différences philosophiques aboutissent à des conceptions divergentes de l'action politique, des conceptions différentes de la société, de la nation et de l'État. Alors, des modes d'action politique différentes. Pour commencer, petit rappel, donc, Maurras a commencé à penser au nationalisme intégral après la crise boulangiste, c'est-à-dire un énième épisode d'émergence d'un homme providentiel comme l'histoire de France en a connu un certain nombre. Donc un général qui monte en politique, qui rassemble tous les mécontents de la Troisième République, enfin du régime républicain derrière lui, et qui en 1889 aurait pu arriver au pouvoir. Il a fini par se débiner, ça s'est fini de manière assez piteuse, il a fini par se suicider sur la tombe de ses maîtresses, enfin peu importe. Donc après cet échec, qui en fait venait du fait qu'il n'y avait pas de projet politique arrêté, il n'y avait pas de doctrine, c'était vraiment, finalement, si on peut utiliser cette expression, c'était un faisceau de mécontentement qui s'était regroupé, et ça n'aboutit sur rien. Donc, il en était arrivé à la conclusion suivante: il n'y a aucune possibilité de restauration de la chose publique sans doctrine. Les moyens proposés par l'Action française répondent donc au principe du politique d'abord. La doctrine y prime sur l'action. Alors, quand je dis qu'elle prime sur l'action, elle doit la précéder, la diriger et l'orienter. Ça ne veut pas dire qu'elle doit se substituer à elle, bien entendu. Voilà. Donc le cœur du militantisme réside donc dans la propagation de la doctrine. Le royalisme d'Action française s'appuie donc sur une doctrine, un militantisme radical cherchant à préparer l'opinion au changement nécessaire, contrairement au fascisme qui repose donc sur un parti, comme je l'ai dit, un chef, et un militantisme paramilitaire. Vous comparez les camelots du roi aux chemises noires, il n'y a pas photo. C'est pas du tout la même manière de militer. Donc cet esprit de parti du fascisme, cherchant à gagner les masses, est propre à l'esprit démocratique, ce que rejette absolument Maurras dans Enquête sur la monarchie. Je cite: « Qu'il tarde ou qu'il approche, dites bien, dites partout que le roi de France ne saura régner au nom d'un parti. Tout ce qui est national est nôtre. Il l'a déclaré. Cela veut dire que tous les talents, tous les mérites, tous les dévouements seront, je ne dis pas seulement accueillis, mais recherchés, mais sollicités. Ils seront honorés et récompensés dignement. Il ne doit pas y avoir de parti royaliste. Le royalisme existe,
comme il doit exister, à l'état d'opinion, à l'état de mouvement. Il ne saurait être un parti, la raison en est simple, le roi de France ne peut être le roi d'un parti, il est l'ennemi des factions. Donc je renvoie au cercle de la semaine dernière sur la querelle des Armagnacs et des Bourguignons, ça avait été la conclusion de ce cercle. Il est l'ennemi des factions, et je termine, il les déteste toutes comme autant d'obstacles à l'unité de la patrie. Alors, de plus, au-delà de la manière de concevoir l'action militante, l'action politique, il y a une divergence fondamentale entre deux conceptions de l'État. La conception maurassienne, d'une part, ne repose pas sur la mobilisation des masses, contrairement au fascisme. Maurras souhaite le retour d'un État fort, mais vous savez, un État fort, c'est très vague. Des gens qui veulent un État fort, ça peut aller de John Maynard Keynes à Adolf Hitler. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il faut savoir ce que l'on entend par État fort. C'est en fait un État qui est efficace dans les domaines régaliens, c'est-à-dire ces domaines naturels. Et donc Maurras ne cède pas à l'étatisme, il n'adhère pas à la conception totalitaire de l'État. Je cite, « Quand l'État devient tout, l'État n'est plus rien ». Là réside une différence fondamentale avec la statolatrie mussolinienne qui affirme, je cite, donc dans un discours à la Chambre des députés en mai 1927, « Tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État ». Le fascisme est héritier de la Révolution française dans cette mesure, parce que, par son statisme, par son jacobinisme, et le ministre de la Justice de Mussolini, Alfredo Rocco, était allé encore plus loin, au bout de la logique jacobine, en affirmant que tous les droits individuels sont des concessions de l'État faites dans l'intérêt de la société. Donc on est vraiment, c'est vraiment la doctrine jacobine pure. Alors, dans le fascisme, l'État totalitaire est un outil d'un volontarisme, le point de départ d'une création politique. Pour Maurras, c'est tout l'inverse. L'État n'est pas antérieur à la société, l'État ne produit pas la société, il est l'outil de la société, il est l'outil d'un peuple, il est l'outil d'une nation, qui lui permet donc de vivre, de se défendre, de se perpétuer dans l'histoire. Et donc, puisque c'est un outil, il ne se substitue pas à la chose qu'il doit servir. Il est donc décentralisé. Je cite, dans un passage de Mes idées politiques, « L'État et la société sont choses distinctes. La société commence à la famille, sa première unité. Elle se continue dans la commune, l'association professionnelle et confessionnelle, la variété infinie des groupes, corps, compagnies et communautés, faute de quoi toute vie humaine dépérirait. L'État n'est qu'un organe indispensable et primordial de la société. L'État, quel qu'il soit, est le fonctionnaire de la société. » Détail intéressant, un juriste nazi, Ernst Rudolf Huber, avait établi une classification des divers types d'États dans un ouvrage de 1934, et, à raison, il place l'État maurassien dans la catégorie des États non fascistes. D'un autre côté, la définition fasciste de la nation, à savoir, donc je cite un passage de la Charte du travail qui date de 1927, un organisme doué d'une existence, de buts, de moyens, d'actions supérieures en puissance et en durée à ceux des individus isolés ou groupés qui la composent. Donc, définition fasciste de la nation. On pourrait penser qu'elle est assez similaire à ce qu'on pourrait retrouver dans le nationalisme intégral. Cependant, toujours dans cette même logique, pour le fascisme, la nation se réalise dans l'État. Pour le nationalisme intégral, la nation se sert de l'État, elle s'abrite derrière lui pour se développer. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup des intellectuels qu'on appelait les non-conformistes de l'entre-deux-guerres, par exemple Thierry Monnier, qui était formé à l'école d'Action française et qui, en général, était fédéraliste, ne sont pas tombés dans le fascisme. C'est parce que pour eux, cette idée que la nation était le produit des institutions était absolument impensable. Et Maurras, d'ailleurs, apporte une dimension nouvelle à ce que signifie défendre la nation. Je cite, « Nationalisme s'applique plutôt qu'à la terre des pères, aux pères eux-mêmes, à leur sang, à leurs œuvres, à leur héritage moral et spirituel, plus encore que matériel. Le nationalisme est la sauvegarde due à tous ces trésors qui peuvent être menacés sans qu'une armée étrangère ait passé la frontière, sans que le territoire soit physiquement envahi. » Michel Fromentou, dans la revue Fidélitaire, en 1992, résume ainsi la chose. « Lorsque Jeanne d'Arc boutait les Anglais hors de France, elle agissait par patriotisme. Mais sa mission était bien plus élevée. Elle consistait à rendre au pays les moyens de renouer avec le meilleur de ses traditions. Là est le nationalisme. » Donc,
Dernière citation sur ce point. Henri Lemaître, de son côté, remarquait que le nationalisme, donc intégral, je cite, se présente comme un traditionnalisme, comme un effort pour perpétuer un héritage historique, cet héritage étant le plus souvent légitimé par des références à des valeurs transcendantes, politiques, morales et religieuses. Le fascisme, au contraire, conçoit la nation, non pas essentiellement comme un héritage de valeurs, mais plutôt comme un devenir de puissance. L'histoire n'est plus alors, comme dans le nationalisme, considérée comme une fidélité, mais comme une création continue qui mérite de tout renverser sur son passage, de ce qui peut lui résister, et comme une action délibérée du devenir humain. Donc vous voyez, cette notion, cette différence entre un rapport à la nation qui est un rapport d'héritage et de transmission, et un rapport constructiviste, finalement, du coup, dans le camp du fascisme, qui, en fait, est lié à la volonté de puissance, finalement. Le fascisme est très nietzschéen de ce point de vue-là. Pour Mussolini, la nation est créée par l'État. C'est exactement la thèse de l'historiographie jacobine. Enfin, vous prenez n'importe quel livre d'histoire contemporaine qui vous parlera de la Révolution, et il y a de fortes chances que on vous explique que la nation française naît avec la Révolution. Ce qui est aberrant, mais c'est l'idée. Comme le soulignait Pierre Debray, Marcel Déat est le seul à avoir compris que le fascisme français sera jacobin ou ne sera pas, ce qui explique que les plus lucides des écrivains politiques fascistes de l'occupation vers de la gauche plutôt que de la droite. Alors Marcel Déat, c'était un ancien communiste qui a rompu donc avec le PCF et qui a fondé le Parti populaire français, qui était d'inspiration fasciste. Voilà. Donc vous voyez, ce lien, la parenté entre fascisme et jacobinisme est beaucoup plus évidente qu'entre nationalisme intégral et fascisme. D'ailleurs, dernière nuance sur la question du nationalisme, si le fascisme se présente comme nationaliste, il ne faut pas oublier que le recours à des sentiments patriotiques, voire nationalistes, a pu être utilisé par d'autres régimes qui ne l'étaient pas du tout à l'origine, par exemple l'URSS de Staline, qui était en difficulté dans les années 41-42 à cause de l'invasion allemande, et qui saura remuer le sentiment patriotique russe. La Seconde Guerre mondiale s'appelle la Grande Guerre patriotique en Russie, à cause de cette raison-là. Et tout comme la Révolution a su remuer le sentiment patriotique en France lors des guerres de la Révolution. Donc vous voyez, ça ne suffit pas à faire la comparaison avec le nationalisme intégral, d'autant plus que pour le fascisme, le nationalisme est un instrument de la Révolution. Pierre Drieux-La Rochelle, donc un écrivain français séduit par le fascisme, résume la chose de cette manière, je cite: « Le nationalisme est l'axe de l'activité fasciste. Un axe, ce n'est pas un but. Ce qui importe pour le fascisme, c'est la révolution sociale, la marche lente, effacée, détournée selon les possibilités européennes du socialisme. Non seulement le nationalisme n'est qu'un prétexte, mais ce n'est aussi qu'un moment dans l'évolution sociale du fascisme. » Autre point de divergence important entre les deux doctrines, le corporatisme. Les deux doctrines se réfèrent au corporatisme. Seulement, les deux conceptions sont vraiment opposées. Dans le corporatisme fasciste, la corporation n'est qu'un rouage politique obligatoire dont les pouvoirs et les structures sont déterminés par l'État, toujours lui, s'étendant à l'ensemble de la société. Bref, la corporation est un outil de relais de l'État fasciste, et donc du parti. Au contraire, le corporatisme maurassien, qui s'inspire de Frédéric Leplay, de René de la Tour du Pin, est un corporatisme associationniste. La corporation y est vue comme une institution sociale, facultative. Elle n'existe que dans la mesure où il y a un besoin de la part de certaines personnes de se constituer encore. Ses pouvoirs et ses structures sont définis par les intéressés, donc il y a une forme d'autogestion d'une certaine manière, qui désigne également leurs dirigeants et se limite au domaine professionnel. La corporation existe à côté de l'État, en parallèle de l'État, c'est un corps intermédiaire, un interlocuteur. Donc, et en plus, citation de Maurras, l'objectif du corporatisme est, je cite, de soustraire le domaine social aux passions et aux intérêts de la politique. Donc vous voyez, on est vraiment dans deux démarches qui vont dans des sens opposés. Autre point, le nationalisme intégral a toujours défendu les racines catholiques de la France. L'anthropologie chrétienne comme facteur d'ordre véritable et authentique pour la nation française, même quand les relations avec l'Église étaient compliquées. Bon, je rappelle que la nation française avait été condamnée en 1926 par le pape. Bon, cette condamnation a été rapidement levée. En 1939, la question a été réglée. Mais même dans ces moments compliqués avec le Saint-Siège, l'action française a toujours soutenu le catholicisme comme facteur de civilisation pour la France. Mussolini, au contraire,
n'est pas favorable au christianisme. En 1919, il déclarait « Nous qui détestons intimement tous les christianismes, aussi bien celui de Jésus que celui de Marx, nous gardons une extraordinaire sympathie pour cette reprise de la vie dans la vie moderne, du culte païen, de la force et de l'audace. » Donc là, on croirait croire du Nietzsche. On croirait lire du Nietzsche. Alors, ce point me permet de faire la transition vers une autre question qui est celle des rapports entre socialisme et fascisme. Ça peut paraître surprenant. Alors, je ne suis pas en train de vous expliquer que le fascisme est un socialisme et que le socialisme est fasciste. C'est pas la question, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais les rapports entre les deux idéologies existent et sont importants. Alors, cette proximité dépasse l'engagement initial de Benito Mussolini dans le militantisme socialiste et de l'influence qu'a eu sur lui le syndicalisme révolutionnaire de Georges Sorel. Dans Doctrine du fascisme, qu'il a publié alors qu'il était déjà au pouvoir, il écrit « Le fascisme ne fut pas le fruit d'une doctrine déjà élaborée ensemble, il naquit d'un besoin d'action et fut action. » En fait, dans ce discours-là, on retrouve le primat de l'action sur la réflexion, et c'est un héritage de la doctrine marxiste, de la priorité de ce que Marx appelait la praxis, c'est-à-dire l'activité des hommes, sur la théoria, c'est-à-dire la doctrine. Preuve que Mussolini avait conservé les catégories intellectuelles marxistes pour penser sa propre politique. De même, le fascisme accorde de l'importance à deux grandes valeurs, le travail et la guerre. Et ce sont deux valeurs qui sont au centre de ce que Maurras appelle le matérialisme dialectique, ou la dialectique matérialiste, peu importe. Par conséquent, si le fascisme se donne un aspect spiritualiste, c'est purement formel, puisqu'en fait, il n'exalte pas l'esprit, mais la vie, c'est-à-dire une forme de la matière. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Il n'abandonne pas non plus la lutte des classes, c'est-à-dire qu'il se contente de transposer la lutte des classes au domaine international, c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre des nations bourgeoises et des nations prolétariennes. En fait, c'est une lecture du monde que les communistes adopteront quelques années plus tard. Pendant la guerre froide, c'est la grille de lecture qui va donner finalement le tiers-mondisme en fin de course. Donc en fait, de ce point de vue, le fascisme constitue une sorte de marxisme révisé, avec un apport évidemment d'autres doctrines. Alors, on rétorquera que Mussolini a conservé le capitalisme, c'est tout à fait exact, mais cela n'est pas incompatible avec un esprit marxiste. Je rappelle qu'en Union soviétique, on était revenu à une économie libérale dans les années 1920. En fait, Mussolini, sur ce point, a le même discours que Lénine, c'est-à-dire que pour lui, l'État total, encore lui, doit résoudre les contradictions dramatiques du capitalisme. Donc c'est un discours finalement qui se retrouve par exemple chez Lénine. Donc, dernière petite citation pour enfoncer le clou. Mussolini déclarait en 1920, dans un discours à Milan, « Le seul, l'unique socialiste peut-être qu'il y ait eu en Italie depuis 5 ans, c'est moi. » Voilà, donc c'est même auto-revendiqué. Donc, d'une certaine manière, le fascisme constitue l'irruption de l'an 2 de la Convention à l'ère industrielle. C'est un régime révolutionnaire, progressiste, avec un discours patriotique, avec un fond philosophique romantique. Cette transposition a d'ailleurs eu lieu tardivement dans le léninisme, qui a fini par adopter cette réforme-là, évidemment avec d'autres termes. Donc également, autre chose qu'il faut souligner, ce qui est une divergence avec le nationalisme intégral également, le fascisme est impérialiste. Donc impérialiste dans les faits, dans sa politique étrangère, mais également d'une manière idéologique, ce qui fait que c'est autre chose qui nous sépare qui sépare l'action française du fascisme. Et alors avant de finir sur cette question, je rappelle entre parenthèses donc, que Mussolini, Oswald Mosley, donc un fasciste anglais, Adolf Hitler, que je ne présente pas non plus, Jacques Doriot et Marcel Déat, donc des gens qui se sont ralliés au fascisme en France, venaient tous ou sont tous passés par ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche. C'était tous des marxistes à l'origine. Alors Hitler et Mosley n'étaient pas marxistes, mais ils sont passés par des partis, donc les travaillistes en Angleterre pour Mosley, et le parti national-socialiste s'appelait à l'origine le NSDAP, c'est-à-dire le Parti national-socialiste des travailleurs allemands.
Donc les liens de parenté, les filiations ne sont pas forcément là on imagine dans le discours officiel. Donc nous pouvons dès lors constater, après cet examen, que les confusions entre nationalisme intégral et fascisme n'ont pas lieu d'être. Organisation de la société, anthropologie, place de l'État, philosophie politique, tout sépare les deux doctrines. Ces divergences sont capitales et ne se limitent pas à des considérations esthétiques. Les problèmes soulevés lors de notre exposé en posent d'autres. Qu'en est-il du nazisme? Quelle est la lecture maurassienne du nazisme? La position de Maurras vis-à-vis de la collaboration, puisque le ralliement au fascisme s'est aussi fait dans ce contexte-là de l'occupation. Et voilà, qu'en penser vis-à-vis de notre doctrine. Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible, bon, ça fait pas encore 1 heure, mais je ne vais pas traîner, sur le nazisme. Nazisme et fascisme sont-ils comparables? D'un point de vue esthétique, c'est évident, mais certains historiens des idées ont tendance à répondre par la négative. Le nazisme est encore autre chose que le fascisme italien. C'est finalement une idéologie qui s'en inspire et qui en poursuit la logique plus avant. C'est pas une forme extrême non plus de fascisme italien, mais une idéologie et une vision du monde nouvelle basée sur le racisme comme facteur explicatif de l'histoire. Néanmoins, dans le cas du nazisme, la distance avec la doctrine d'AF est bien supérieure encore à ce qu'elle est pour le fascisme. L'État nazi n'est ni l'État total italien, ni la monarchie décentralisée. C'est une négation de l'État. Alors Hannah Arendt avait expliqué la chose. En fait, il y a un État, des institutions en Allemagne nazie, effectivement, mais le véritable État, il est parallèle, c'est une espèce de nébuleuse. Hannah Arendt parle d'un oignon avec plusieurs couches successives, et finalement, au milieu de tout ça, un homme, donc Adolf Hitler, qui, par l'opération de la propagande et de l'exaltation des masses, tient l'ensemble, et tout part de lui, et tout lui revient. C'est ce qu'on appelle le Führerstaat, c'est-à-dire un État dans lequel tout repose sur le Führer, donc, sans institution stable pour le contenir. En d'autres termes, rien à voir avec la monarchie héréditaire, dans laquelle la fonction royale prime sur l'individu qui l'incarne et qui coexiste avec des institutions. Dominique Wenner parlait de l'État national-socialiste en affirmant que tout y est soumis à l'arbitraire d'un état de guerre permanent. Donc il ne s'agit pas plus d'un État qui instaure un ordre, pas plus que le fascisme donc, mais d'un autre type de désordre établi, finalement comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Autre différence avec le nationalisme intégral, il y a la recherche dans le nazisme de l'appui des masses, ce qu'il n'y a pas dans le nationalisme intégral. On oublie trop souvent l'aspect plébéien du nazisme et l'importance des masses dans son système. Dans Mein Kampf, Hitler affirmait « Aucune grande idée, si sacrée et si élevée qu'elle paraisse, ne peut se réaliser sans la force puissante des masses populaires. » Cependant, la nature de l'État nazi, reposant sur le seul charisme du chef, a fait que le nazisme n'a eu qu'une empreinte superficielle sur le peuple allemand. Il y a eu une dénazification à l'issue de la guerre, mais finalement, elle a été assez superflue, puisque une fois que l'espèce de nébuleuse qui avait été instaurée a implosé, on s'est rendu compte que le peuple allemand n'avait pas été imprégné à fond de l'idéologie nationale-socialiste. C'est vraiment que tout tenait par le dynamisme et le charisme d'un homme. Donc, c'est ce que Dominique Wenner résume, je cite, « On pourrait dire que les Allemands ont été embrasés par ce mythe sans être nullement pénétrés par ce que l'on pourrait appeler une culture nationale-socialiste. » Donc le soutien dont bénéficiait le régime venait plus donc, de son dynamisme qu'à la séduction de son idéologie. Donc évidemment, on retrouve dans le nazisme également un certain romantisme que l'on retrouve dans la prose de son penseur. Seule une tempête de passion brûlante peut changer le destin des peuples, mais seul peut provoquer la passion celui qui la porte en lui-même. Donc là, pareil, quelque chose de très nietzschéen. Donc rappelons enfin, alors je le fais par acquis de conscience, mais je pense que je vous apprends rien. Le nazisme est fondamentalement anti-français. La France est pour Hitler l'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand. L'AF, de son côté, et Maurras en premier lieu, a d'une façon générale alerté l'opinion sur la menace que représentait l'Allemagne nazie pour la France dès avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est-à-dire que vous avez des textes de Léon Daudet, par exemple, qui mettent en garde l'opinion française, mais en 1934, à l'époque où... non, pas 34, en 1933, c'est-à-dire avant même que Hitler ait été appelé au pouvoir.
Dans un texte intitulé Nationalisme français et nationalisme allemand, il saluait, donc Maurras, l'encyclique de Léon XI, datant d'avril 37, donc on était encore dans l'état sous le coup de la condamnation, mais ça n'empêchait pas de louer Léon XI pour sa condamnation du nazisme. Pie XI. Ah, j'ai trouvé Léon XI. D'accord, bah, autant pour moi. Donc Pie XI. On sait maintenant ce qui est interdit, c'est l'hitlérisme, c'est le germanisme d'Hitler, c'est la métaphysique religieuse du sol et du sang. Il ajoutait plus loin, je cite, « Il ne s'agit pas de renier sa race ni sa patrie, il s'agit de distinguer entre des notions morales, des sentiments naturels, des idées humaines et ce qui fait l'objet d'une sorte de monothéisme historique, temporel et terrestre tout à fait aberrant. » Donc Maurras ne rejette pas le nazisme qu'en tant que germanisme, il condamne également le racisme hitlérien, ses rêveries de race pure, selon l'expression de Jacques Bainville. Maurras remarque que les fondateurs du racisme, au sens où on entend au XIXe et au XXe siècle, sont français. C'est Gobineau, c'est Vacher de la Pouge. Et donc il remarque que les nationalistes français auraient pu, s'ils l'avaient voulu, sans aucun problème, s'approprier ces thèses. Or, ça n'a pas eu lieu. Ils ne le firent pas, et ce n'est pas anodin. Je rappelle la phrase de Jacques Bainville, la France, c'est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Dans un ouvrage de 1937, intitulé Devant l'Allemagne éternelle, Maurras affirmait, dès les premières pages, ne pas admettre la thèse de Gobineau. Dans la critique d'un livre, justement, d'un héritier de ce même Gobineau, il écrit par ailleurs, je cite, « Nous savons qu'un État ne peut être prospère sans un pouvoir héréditaire. Nous le savons parce que nous savons pourquoi cela est. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sachions que ces races régnantes ou gouvernantes régneront et gouverneront d'autant mieux qu'elles seront plus pures. S'il n'y avait qu'une race supérieure, on comprendrait que tout mélange la bâtardie. Mais aux époques historiques, quand les races sont en présence, c'est une question de savoir s'il y a des premiers et quels sont les premiers. » En fait, il prenait l'exemple de l'aristocratie française, donc de la monarchie médiévale et moderne, en expliquant qu'il y avait trois racines, entre guillemets, si on voulait, ethniques dans cette aristocratie. L'aristocratie gallo-romaine, qui précède les invasions du 5e siècle, l'aristocratie franque qui est amenée par ces invasions, et l'aristocratie, alors il emploie le mot scandinave, mais vous comprenez, c'est l'aristocratie normande, qui est arrivée avec les invasions du 9e siècle. Et il a expliqué que le fait qu'il y ait plusieurs ethnies dans cette aristocratie n'a absolument pas empêché cette même aristocratie d'avoir un rôle politique important et efficace. Voilà. Donc il va de soi dans ces conditions que, en rejetant le nazisme de cette manière, Maurras fut entièrement hostile à la collaboration. Donc je renvoie sur ce sujet, avant que j'oublie, je vous le dis, il y a un ouvrage de Pierre Pugeot qui est excellent, qui est très court et très accessible, mais qui dit tout, qui s'intitule « L'action française pendant l'occupation », et où justement il revient sur toutes ces questions, sur tous les débats qu'il y a eu autour de cela, document à l'appui évidemment, donc c'est très intéressant. Ceux qui sont éventuellement intéressés, je peux le prêter, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment un ouvrage à lire. Donc pour Maurras, l'armistice est un répit qui devait être mis à profit pour préparer la revanche. Il rejetait toute collaboration avec l'occupant. Il avait d'ailleurs, le journal L'Action française avait été délocalisé en zone libre, exprès pour ne pas avoir à subir les pressions allemandes. Contrairement à Je suis partout, qui était resté à Paris, donc sous contrôle allemand. Et Maurras avait écrit, il avait même reçu dans les premiers temps des membres de Je suis partout, en leur déconseillant fortement de relancer la revue dans ces conditions. Bon, ils ne l'ont pas écouté. Donc Maurras, dans l'Action française, dénonce l'Allemagne, toujours. Pierre Laval, les collaborationnistes. D'ailleurs, les collaborationnistes qui n'hésiteront pas à demander et à faire pression, demander au maréchal Pétain et à faire pression pour que l'Action française soit interdite. Action française qui titrera pendant toute la période le slogan de « La France seule », donc qui résume la position de l'AF pendant cette période-là. On s'occupe d'abord du relèvement de la France. Le procès qui a eu lieu à l'issue de la guerre, pendant la période de l'épuration, où Maurras a été condamné pour intelligence avec l'ennemi, c'est vraiment un comble, évidemment. Et il s'était défendu de la manière suivante lors de ce procès, je cite, « Pas une personne au courant des lettres contemporaines ne me contredira si j'affirme qu'il n'existe pas un écrivain français qui ait manifesté par toute sa carrière, au même degré que votre serviteur, une semblable horreur de l'esprit allemand et de la domination allemande. Le fait matériel n'est pas contesté jusqu'au mois de juin 1940, et l'accusation veut qu'alors, à 72 ans,
J'ai changé de pensée, d'esprit et de langage. Il faudrait qu'on nous expliquât ce revirement. Donc ajoutons, bon ça c'est évidemment, il y a des textes en ligne sur le procès de Maurras. Il y a un site qui s'appelle maurras.net où vous avez ces documents en PDF. Où vous avez vraiment toute l'argumentation des uns et des autres qui est détaillée. C'est très intéressant, je vous conseille d'aller voir. Et j'ajoute pour terminer sur ce point que beaucoup de royalistes avaient rejoint la résistance intérieure et extérieure dès juin 40. Alors je pense par exemple à Étienne d'Orve, qui est un résistant royaliste très connu. Alors dernier point sur lequel je voudrais revenir avant de conclure, très rapidement. C'est un cliché qui paraît un peu éloigné, mais qui me semble nécessaire, puisque ça revient assez régulièrement. C'est l'idée que le Troisième Reich a été un prélude à l'Europe des nations, et à travers le thème de la lutte européenne contre le bolchevisme. Alors, on va en finir avec ce cliché. Enfin, je voudrais en finir avec ce cliché, qui est très étonnant de retrouver dans une mouvance dans laquelle les membres se réclament d'un certain esprit critique. Donc, certains ont essayé de justifier le ralliement de certaines personnes des pays occupés à l'armée allemande pour une croisade contre le bolchevisme. C'est un thème de la propagande nazie avant tout, et il est étonnant de le voir persister 70 ans plus tard, surtout chez des Français. C'est une contradiction que j'ai du mal à m'expliquer. Alors rappelons-le, le nazisme fut un nationalisme allemand, pan-germaniste et rien de plus. Dominique Wenner le résume, je vous conseille vraiment de lire Le siècle de 1914 sur toutes ces questions, c'est très clair et vous avez tous les éléments pour y réfléchir. Donc je cite, « Hitler n'était pas un révolutionnaire européen, c'était un pan-germaniste et un raciste obtus. Le but des nazis n'a jamais été de proposer aux autres nations un projet d'Europe nouvelle, une sorte d'Europe confédérale avec finalement un principe de subsidiarité qui aurait permis une certaine autonomie aux nations, mais une coopération sur le plan international, par exemple. Le but des nazis, c'était d'obtenir l'obéissance des pays conquis au maître allemand. La vision racialiste du monde, seul critère de la politique étrangère nazie, prise comme un absolu, en dehors de tout réalisme géopolitique, nier ses réalités nationales, et ces réalités nationales d'ailleurs leur sont revenues, se sont retournées finalement contre eux. Je prends l'exemple des Russes par exemple, qui, dans la vision racialiste des Allemands, ce sont des races inférieures, ce sont des races barbares, un peu comme tous les Slaves en fait, pour eux. Et ça a empêché Hitler de composer avec les Russes qui auraient voulu justement se débarrasser du communisme. Et Hitler est arrivé dans l'Est en conquérant et non pas en libérateur. Et je vous conseille de vous intéresser à ce qui est arrivé au général Vlasov, donc, qui aurait voulu et aurait pu finalement incarner cette lutte concrète contre le communisme, mais qui en fait a été écartée par Hitler. Mais comme nous le disions plus haut, ce ne fut jamais l'intention des nazis de toute façon. Dominique Wenner a une expression heureuse là-dessus, il disait « Hitler était un jacobin allemand ». Il ne concevait son rapport avec les autres peuples que sous l'angle de la domination. Voilà. Et je rajoute que d'autres nationalistes européens n'ont pas été dupes de cette situation. Je vais citer Horia Sima, qui est le successeur de Codreanu à la tête de la guerre de fer en Roumanie, et qui, dans un ouvrage intitulé « Destinée du nationalisme », s'exprime de la manière suivante. Pendant la dernière décennie de son existence, l'Italie fasciste se déroba à ses obligations envers le monde nationaliste. L'Allemagne, au contraire, affirma partout sa présence. Cependant, poussée par des mobiles hégémoniques, elle falsifia le concept de l'Europe nouvelle, ne la voulant que pan-germanique, exploitant l'esprit de sacrifice des mouvements nationalistes au bénéfice de ses buts impérialistes. La SSisation des groupes nationalistes en France, en Belgique, en Hollande, et en Danemark et en Ukraine fut une inversion des élans naturels. Elle diminua la force combative de ces groupes et les éloigna de leur peuple. La beauté et la vigueur des mouvements nationalistes résident dans leurs tendances spécifiques, celles par où s'affirment les talents et les vertus de chaque nation. Un univers qui serait composé d'une masse homogène d'individus, même d'un type supérieur, perdrait toute aptitude créatrice. Voilà. Alors pour conclure, Pierre Debré a écrit, je cite, « L'influence de Maurras a sans doute empêché la fraction la plus courageuse de la jeunesse française de se lancer à corps perdu dans une désastreuse équipée, en lui révélant les conditions réelles de l'ordre, en lui montrant qu'un antiparlementarisme purement sentimental n'était qu'un attrape-nigaud.
s'il ne s'accompagnait pas de la volonté de détruire le système démocratique sous toutes ses formes. Ce même Pierre Debré donc soulignait du même coup à quel point la force de la doctrine d'AF a pu expliquer la faiblesse du fascisme français, qui se résume vraiment à un épiphénomène. Maurras n'a jamais attaqué Mussolini de manière polémique, certes, mais il n'a jamais nourri d'illusions sur la nature du fascisme et sur son incompatibilité foncière avec sa propre école de pensée. Il est clair en effet qu'une lecture des deux doctrines, dès lors qu'elles cherchent à ne pas être superficielles, révèle des divergences fondamentales jusque dans leurs racines philosophiques respectives. Le nationalisme intégral est traditionnel, contre-révolutionnaire et d'inspiration classique. Le fascisme est révolutionnaire, socialiste et romantique. Le nationalisme intégral considère que la nation est la plus haute des idées politiques et que l'État, décentralisé, doit être à son service. Le fascisme ne voit dans la nation que l'outil de l'État total, vu comme une fin en soi. Le nationalisme intégral considère que les corps intermédiaires sont des lieux de pouvoir disposant d'une vie propre. Le fascisme en fait des antichambres de l'État. Le nationalisme intégral veut en finir avec le règne des partis. Le fascisme instaure le règne d'un parti, le sien. Le nationalisme intégral défend l'anthropologie chrétienne. Le fascisme cherche à créer un homme nouveau. Il est donc malhonnête d'amalgamer nationalisme intégral et fascisme. Les confusions entretenues pour des raisons politiques sur cette question nécessitaient, malgré tout, certains éclaircissements, permettant dans le même temps de mieux appréhender les fondements de la doctrine d'Action française. Parmi ces fondements, celui qui constitue, selon moi, le socle primordial de notre combat apparaît plus clairement avec cette comparaison. La doctrine maurassienne ne cherche pas à fonder un monde nouveau, pas plus que la création d'un homme nouveau. Il ne se met pas au service d'une religion civile, non plus qu'elle ne subordonne la nation à son projet politique. Au contraire, elle est dans une démarche de service envers cette nation, et l'Action française se donne comme unique objectif le bien commun national, but pour lequel il veut voir mobiliser tous les outils politiques, État, autorité, unité nationale, militantisme, pour la fondation d'un ordre pérenne, incarné par le principe dynastique et le principe de subsidiarité. Il était donc plus que jamais nécessaire de rappeler ces fondamentaux, à l'heure où le bien commun n'a jamais été autant sacrifié sur l'autel des idéologies modernes. Je vous remercie. Alors, je voulais au départ parler justement du néofascisme. Alors bon, je pense que je vous ai assez torturé pour ce soir, mais il y a un livre qui est sorti donc sur Casa Pound, qui a été écrit par Adriano Cianca, donc qui est un membre de Casa Pound, et qui définit les concepts essentiels dans la doctrine de Casa Pound justement. Et donc c'est un livre que j'ai lu il y a un an. Je n'ai pas pu m'y replonger pour préparer ce cercle. Je pense que j'avais déjà décidé un petit peu de ce que je voulais dire. Et donc de ce que j'ai pu en lire, il y a des points communs, notamment sur le rapport au christianisme et le rapport à l'idée de la monarchie. Le néofascisme est résolument anti-chrétien et anti-monarchique. Donc il y a ce point de convergence. Toujours un certain romantisme, ça transpire à chaque page. Toujours, le primat de l'État, même si sur ce point il me semble me souvenir qu'ils se sont légèrement amendés. Voilà. Donc il y a des différences sans doute. Il y a des points sur lesquels ils ont dû revenir. Et puis évidemment, il y a un renouvellement de l'esthétique. Ils ont abandonné la chemise noire et ils sont venus à quelque chose de plus moderne. Mais voilà, donc le néofascisme reste un fascisme qui est en droite ligne et se revendique de l'héritage du fascisme historique, oui. Mais bon, en revanche, c'est pas parce que nous ne sommes pas fascistes nous-mêmes que ici je veux pas donner l'impression que je critique le travail militant de Casa Pound qui, en termes de militantisme et d'organisation, est un exemple. Pour le coup, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est... Fasciste romantique, c'est un pléonasme. Après, donc des gens qui se disent fascistes romantiques, est-ce que tu vois un petit peu ce qu'ils entendent par là? Une esthétique, un côté un peu penseur, un peu
au-dessus de la masse? Alors oui, alors ça c'est... alors première chose, le côté esthétique, il n'y a pas besoin d'être fasciste pour être réceptif à l'esthétique de tel ou tel régime ou tel mouvement. Je veux dire, ça c'est une question personnelle. C'est pas... enfin voilà, c'est pas très signifiant. Après, sur le côté justement penseur au-dessus de la masse, là c'est étonnant parce que justement le fascisme donne le primat à l'action. Donc ils ont pas, enfin, je suis pas sûr qu'ils aient bien compris le. Après le romantisme, c'est pas parce que l'idéologie fasciste est romantique que le mouvement fasciste était composé comment dire, de comment on imagine les auteurs romantiques du 19e. Hein. C'est un fond philosophique. C'est un rapport au monde et à la politique. Donc après, voilà, enfin, là par exemple, le fait que tu soulignes, alors c'est un petit peu ce dont je parlais en introduction, c'est vraiment le fait de se revendiquer fasciste, mais comme une posture. Et sans vouloir faire de jeu de mots lourds, de la posture à l'imposture, il n'y a qu'un pas. Voilà. Donc vraiment, je ne comprends pas cette manie de se revendiquer de cela. Voilà. Je vois pas. Alors, c'est la 5e République, donc comme toutes les républiques françaises, est jacobine. L'État, il y a un poids important, si ce n'est démesuré, malgré des politiques de décentralisation qui, en fait, souvent ne sont que le décalque du centralisme global à une échelle locale. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la déconcentration. Et donc, il y a ça. Il y a le côté... en fait, si on veut aller par là, il y a un totalitarisme, mais qui est un totalitarisme soft, qui passe par d'autres biais que la propagande tonitruante et esthétique du fascisme. Ça passe par notamment les médias de masse. Hein, là, j'enfonce une porte ouverte. Voilà, d'un point de vue institutionnel, au niveau de la place de l'État, au niveau du fondement philosophique, il y a quelque chose oui, il y a quelque chose de semblable. Après, il n'y a pas la même, il y a pas d'embrigadement. Enfin, l'usage de la violence n'est pas le même. Voilà, s'il y avait une nuance, ce serait peut-être sur l'usage de la violence. Le fascisme prend moins de dents, voilà, de ce point de vue-là. Après, il y a aussi la volonté de créer un homme nouveau, qui est latent, évidemment. On ne vous en parle pas à tous les journaux télévisés que la République veut créer un homme nouveau, mais c'est ce qui est présent dans, ce qui est à l'état latent dans toute pensée républicaine, finalement. Voilà. Je trouve que ça se voit à la télé. Pardon ? Je trouve que ça se voit beaucoup. Ouais, ça se voit quand... Mais je veux dire pour la... Ça dépend ce qu'on entend par nouveau aussi. Oui, non, mais c'est... Est-ce qu'on parle d'idées, est-ce qu'on parle d'idéologie ? L'homme nouveau que veut créer le fascisme, c'est un modèle... C'est un modèle c'est une espèce de héros. En fait, c'est généraliser le concept de héros façon antique à tout le monde. C'est ça l'idée. C'est le surhomme nietzschéen d'une certaine manière. L'homme nouveau du libéralisme d'une certaine manière, ça passe par une dissolution de la personne. Premièrement, il y a plusieurs étapes. Le fait de casser les solidarités naturelles, donc on transforme la personne en individu, on l'atomise d'une certaine manière. Ensuite, une fois qu'on a obtenu des individus massés, donc ça c'est la période justement d'émergence du fascisme et du nazisme, c'est la période des masses, on a des sommes d'individus et non plus des solidarités naturelles. Donc là on a une première étape. Deuxième étape, après mai 68, grosso modo, dans les années 70, c'est ce dont on commence à connaître l'aboutissement aujourd'hui, c'est le transhumanisme, c'est l'idéologie du genre, c'est l'éclatement de la personne, c'est-à-dire la déconstruction de l'identité, mais identité nationale, identité sexuelle, identité spirituelle, qui aboutit à un homme qui ne serait qu'un estomac relié à un sexe.
c'est le projet de la société, c'est le projet de la société libérale et néolibérale. Je renvoie à la conférence d'Éric Letty qui nous avait expliqué ce qu'était ce projet. Et finalement, aujourd'hui, on en est au stade transhumaniste où on commence à se demander comment on pourrait améliorer l'homme par la technique. Oui, également, ça rentre. Ça rentre. En fait. Oui, ça rentre. Oui, effectivement, ça m'était sorti de la tête. Mais oui, effectivement, oui, ça passe par là. La déconstruction c'est la déconstruction de l'identité, ça passe aussi évidemment par cela. Ouais. Parce que finalement, pour revenir à ce que disait, moi je considère que la République actuellement est fasciste dans le sens, d'un point de vue historique, dans le sens où Adolf Hitler prenait une race supérieure pan-germanique, en fait, et là, à contrario, on a tout un ensemble de gouvernements qui prônent tout simplement un homme nouveau qui sera constitué de tous les peuples européens qui ont été métissés sur plusieurs générations, et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à quelque chose de... Oui, mais en fait, l'arien de la République, c'est le métis. Voilà. Mais effectivement, et il y a une très bonne vidéo qui est sortie donc une vidéo de l'Alliance royale sur justement le racisme et la République, où justement cette vidéo établit un argumentaire qui montre que antiracisme et racisme participent d'une même vision raciale du monde en fait. Donc l'apologie du métissage, et derrière l'apologie du métissage, il y a aussi une vision raciale, tout comme derrière finalement un discours qui serait ultra raciste comme dans le national-socialisme. Et déjà le national-socialisme hitlérien et alors le fascisme l'est moins, mais déjà dans le national-socialisme hitlérien, par l'eugénisme, on a cette volonté de transformer l'homme par la technique. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, d'une certaine manière. Aujourd'hui, les capacités de la science permettraient d'établir les sélections qu'aurait voulu mettre en place le régime nazi, sans doute. Il ne s'agit, c'est Maurras, hein, il ne s'agit pas de renier sa race ni sa patrie. Donc, le racisme, j'emploie le mot racisme tel qu'il est entendu aujourd'hui, c'est-à-dire comme ce que tu viens de dire. Mais évidemment, il ne s'agit pas de reprendre à notre compte le discours antiraciste. Mais c'est justement l'adversaire qui donne cette définition du racisme et qui nous l'attribue parce que nous voulons défendre ce que nous sommes. Mais je ne pense pas que nous affirmer raciste changera quelque chose, puisque c'est exactement la case dans laquelle on nous range. Justement, donc au lieu d'utiliser par exemple même dans tes conférences le terme raciste... Mais parce qu'il y a un racisme historique, une idéologie raciste, qui vient de Vacher de la Pouge, qui vient de Gobineau, et qui a été utilisée par... ça, j'y peux rien. Oui, c'est les idées, c'est l'histoire des idées. C'est l'histoire des idées. Oui, mais bon, après... Mais qu'effectivement, il y ait aujourd'hui... On peut parler de racialisme, en fait, parce qu'après... honnêtement, j'ai jamais trouvé le point d'achoppement qui permettrait de faire une nuance à ce niveau-là. Mais je pense qu'ici... C'est sémantique et politique, en fait. Quand tu regardes la définition du racisme d'un point de vue politique... Ouais, mais j'ai jamais trouvé de définition qui collait, en fait. Mais la définition de... Bon, la définition de racisme, effectivement, il y en a plein. Ça dépend dans quel pays tu te poses, ça dépend de si tu parles à une élite politique, si tu parles à un plébéien, bon, effectivement. Mais, quoi qu'il en soit, elles amènent toutes à la même chose, quoi. Elles amènent à dire aux Blancs, tu n'as pas le droit, tu te tais, en fait. Parce que si tu parles, c'est que t'es un nazi. Si tu dis quelque chose, c'est que t'es un salaud. Que ça soit du racisme... Non, mais ça, oui, tout à fait. Enfin, il y a... Effectivement. Mais je veux dire, ça, on est obligé de composer avec le réel et avec ce qu'on a. Enfin, Donc, mais l'utilisation du terme racisme, ici, c'est d'un point de vue uniquement... c'est du point de vue unique de l'histoire des idées. Mais c'est quand même... Devant un auditoire qui aurait été composé de militants UNEF, j'aurais dû me justifier de mon racisme latent. Mais ici, j'ai l'impression que par moment, je suis obligé de me justifier, de ne pas tomber dans le discours sur le racisme qu'auraient nos adversaires. Donc c'est toujours cette même tension-là que je trouve un petit peu contre-productive. Bien évidemment qu'il faut défendre ce que nous sommes,
Mais c'est pas parce que on nous traite de racistes, parce que nous voulons défendre ce que nous sommes racistes dans le sens de l'histoire des idées, évidemment. Voilà. Mais bon, effectivement, dans la dissolution de l'individu et dans la volonté, je reviens à la question principale, de créer l'homme nouveau, il y a ça, il y a cette dimension. Voilà.